Salam alaikum. Donc voici la deuxième vidéo de la playlist Transmission de l'information. Donc je vais la consacrer à l'étude de deux canaux de transmission particuliers, le BSC et le Haugen Channels. BSC Binary Symmetric Channel, Haugen Additive Weight Gaussian Noise. Alors commençons par préciser le canal de transmission discret par opposition au canaux de transmission analogique. On a grand M message à transmettre, donc XI, I de 1 jusqu'à M. Chaque message possède la probabilité PXI. Le message transite dans le canal caractérisé par une certaine matrice grand A qu'on va développer. Le récepteur reçoit des niveaux YJ, J de 1 jusqu'à M. Chaque YJ possède la probabilité PYJ. Alors, la matrice de transition du canal, ou encore relation entrée sortie, elle lie les probabilités à la réception aux probabilités à l'émission. C'est-à-dire quelle sera la probabilité de recevoir YJ en fonction des probabilités de tous les messages de l'émetteur. Donc il faut chercher grand A tel que le vecteur PY1 jusqu'à YM égale grand A P de X1 jusqu'à Pxm. Donc A, c'est une matrice carré grand M. Bon, ça signifie probabilité de recevoir YJ est une combinaison linéaire des probabilités d'émission Pxi. Voilà donc caractérisation du canal discret. Alors calculons A. Donc commençons par fixer un message YJ, donc un indice J entre 1 et M, partant de la règle de Bayes qui dit que la probabilité conjointe du message émis XI, message reçu YJ, c'est la probabilité d'émission de XI fois la probabilité de réception de YJ, sachant que XI a été émis. On fait une sommation sur tous les messages XI, donc somme de I égale à 1 jusqu'à M. Et justement, cette somme, le terme de gauche, la somme de gauche de l'égalité, c'est par définition la probabilité de YJ. Donc voilà, PYJ est une combinaison linéaire des probabilités XI. On peut l'écrire sous la forme d'un produit scalaire ou d'un produit de deux vecteurs, le vecteur ligne PYJ sachant XI, et puis le vecteur colonne formé des PXI. Et finalement, la matrice grand A est composée des probabilités conditionnelles. Donc chaque ligne correspond à une sortie YJ avec les probabilités conditionnelles conditionnées par les messages émis. Donc après, il faut calculer ces probabilités conditionnelles. Donc prenons un canal très fréquent dans les transmissions, canal binaire symétrique, BSC, Binary Symmetric Channel. Donc on va voir la signification de la symétrie. Donc binaire, ça veut dire on a deux messages à transmettre, ou encore un bit égale à 0 ou 1 à émettre. Donc disons x1, c'est un niveau électrique qui correspond au bit 1 avec une probabilité P. Le niveau électrique x2 correspond au bit 0 avec une probabilité A moins P.
Donc on transmet ce message discret, binaire, dans un canal BSC. À la réception, donc, on reçoit deux niveaux, Y1, Y2, avec les probabilités Q1 moins Q. Donc la matrice de transition qui lie les probabilités de sortie et d'entrée, donc c'est Q1 moins Q égale A, P1 moins P. Avec A égale probabilité de Y1, sachant X1, P de Y1, sachant X2. Donc probabilité de Y1 connaissant X1, c'est une transmission correcte. La probabilité de recevoir Y1 sachant que X2 a été émis est une erreur. Alors, où réside la propriété symétrie? On suppose que la probabilité de recevoir Y1 alors que X2 est émis est égale à la probabilité de recevoir Y2 sachant que X1 a été émis. Ça s'appelle la probabilité d'erreur, justement. Donc on trouve grand A égale 1 moins epsilon, epsilon, 1 moins epsilon. Donc c'est une matrice symétrique et qui dépend strictement de la probabilité d'erreur epsilon. Donc la matrice grand A caractérise le canal BSC et on peut caractériser aussi le canal BSC par le seul paramètre probabilité d'erreur epsilon. On peut schématiser d'une manière simple un canal BSC. Donc si on transmet X1 avec la probabilité P, on va recevoir Y1 avec la probabilité Q. Donc cette transmission a une probabilité égale à 1 moins epsilon. Donc la probabilité d'une bonne transmission, c'est 1 moins epsilon. Donc pareil, si on émet X2 avec 1 moins P, on va recevoir Y2 avec 1 moins Q. Donc cet événement, cette transmission correcte, a une probabilité 1 moins epsilon. Bien sûr, il reste les deux cas où la transmission est erronée. On émet X1, on reçoit Y2, ou on émet X2 et on reçoit Y1. Donc ces deux événements ont une probabilité epsilon, qui est la probabilité d'erreur. Comment pratiquement on évalue la probabilité d'erreur epsilon? On effectue une simulation avec des grands nombres. Donc on émet par exemple 1 gigabit et à la réception, on compte le nombre de bits erronés. Donc le nombre de bits erronés divisé par le nombre total de bits émis est une valeur proche de epsilon. Donc plus le nombre de bits émis est élevé, plus ce rapport se rapproche de epsilon. Donc c'est une façon pratique de calculer epsilon. Alors venons à une définition très importante en transmission, c'est la capacité d'un canal. Donc en gros, quel est le nombre de bits par seconde qu'on peut transmettre à travers un canal sans commettre d'erreur? Donc imaginons un train de bits à émettre et on reçoit un train de bits. Donc le canal possède une bande passante entre 0 et B. Ça veut dire au-delà de B Hz, la transmission, disons impossible pour être catégorique, ou fausse. Tous les bits reçus sont faux au-delà de BHz. On définit donc la capacité d'un canal par le nombre maximal de bits émis par seconde et qui sont transmis sans erreur
donc là c'est important, dans 1 Hertz de la bande B. Donc sur 1 Hertz de la bande du canal, combien peut-on envoyer au maximum de bits par seconde? Bon, ça s'appelle la capacité. Donc son unité, c'est bits par seconde par Hertz. Alors, ça veut dire que le débit maximal qui peut transiter dans ce canal est égal à la capacité fois la bande. Donc débit maximal en bits par seconde. Ça veut dire encore que si le débit d'émission est inférieur ou égal à Dmax, la transmission s'effectue sans erreur. Par contre, si le débit est strictement supérieur à Dmax, la transmission comporte des erreurs. Donc, on aura des bits reçus erronés. On définit un autre paramètre, un bon indicateur de la qualité d'une transmission, l'efficacité spectrale d'une transmission. Donc, c'est égal à D, le débit, divisé par la bande du canal. Donc, l'efficacité spectrale de transmission. Donc, D sur B, normalement, elle est majorée par C. L'efficacité spectrale ne peut jamais dépasser la capacité d'un canal, puisque Dmax égale C fois B. Donc, Dmax divisé par B égale C. Alors, quelle est l'expression mathématique de la capacité d'un canal? Donc, on va lui donner une définition précise. La capacité d'un canal est le maximum de la quantité d'informations mutuelles émetteur-récepteur, IXY. Alors, c'est le maximum dépendant de quel paramètre? Les probabilités de l'émetteur. Donc, on fait varier les probabilités de l'émetteur et on calcule IXY et on regarde quand est-ce que IXY est maximal. Cette valeur maximale, c'est la capacité. Donc, définition plus condensée. C égale maximum de IXY lorsqu'on fait varier les probabilités des messages à l'émission. Comment faire le calcul de C concrètement? Donc, c'est un algorithme à 3 étapes. Donc, je rappelle ici le diagramme de Venn qui lie la quantité d'informations mutuelles aux entropies conditionnelles. Donc là, le disque rose, c'est l'entropie de l'émetteur. Le disque bleu, c'est l'entropie du récepteur. L'intersection, c'est la quantité d'informations mutuelles. HXY, c'est-à-dire l'entropie mutuelle, c'est justement la somme des deux disques en retranchant IXY. Donc HXY égale HX plus HY moins IXY, d'après ce schéma. Donc pour calculer IXY, qui est égal à HY moins HY connaissant X, donc commençons par calculer HY en fonction des probabilités. Deuxième étape, calculer HY connaissant X en fonction des PXK. Et finalement, écrire IXY égale HY moins HY sachant X. Après, il faut résoudre M équations pour trouver l'extrémum de IXY, dérivée partielle de I par rapport aux probabilités à l'émission. Donc ça fait M équations. Sous les contraintes, la somme des PXK égale 1, puisque c'est une probabilité, et chaque PXK est comprise entre 0 et 1, avec K égale à 1 jusqu'à M. Donc c'est une résolution d'équation ou d'optimisation sous contrainte. On pense rapidement à Lagrange. Alors, voilà quelle est la capacité du canal BSC. Voilà, donc je reprends le schéma.
on cherche x, y en fonction de pxk. Or, les pxk, c'est quoi? C'est p et 1 moins p. Donc, il suffit de chercher i en fonction de p, parce que c'est le seul paramètre sur lequel on peut jouer à l'émission. Donc, par définition, hy, donc c'est h de y1, y2, c'est q log 1 sur q plus 1 moins q log 1 sur 1 moins q. C'est l'entropie du récepteur. Q égale P1 moins epsilon P plus epsilon 1 moins P, d'après la relation ou entrée-sortie ou matrice de transition. Alors, H, Y, sachant X. Donc, règle de Weiss, valable aussi pour l'entropie. Donc, H, Y, sachant X, c'est PH, Y, sachant X1, ou, c'est-à-dire plus, 1 moins PH, Y, sachant X2. Alors, on remarque que H, Y, sachant X1, c'est égal à H, Y, sachant X2. C'est égal à epsilon log 1 sur epsilon plus 1 moins epsilon log de 1 moins epsilon. Donc, comment on fait ce calcul? Vous regardez le schéma du BSC. L'entropie de Y, si on a émis X1, donc on regarde à l'émission. Lorsqu'on émet X1 et on se trompe, c'est une probabilité epsilon. D'accord? Donc, c'est epsilon log de 1 sur epsilon. Lorsqu'on émet X1 et on a une réception correcte, c'est 1 moins epsilon, donc plus 1 moins epsilon log de 1 sur 1 moins epsilon. Donc, c'est la somme de deux événements. D'où, donc, hy sachant x est une grandeur qui ne dépend que de epsilon, donc indépendante de p. Donc, je signale que hy sur x, c'est une somme. Lorsqu'on factorise par hy sachant x1, on trouve p plus 1 moins p. Et donc, finalement, on a cette expression qui dépend uniquement de epsilon. On peut écrire ixy enfin, sous cette forme. Donc, je garde q. Donc, moins hy connaissant x qui dépend que de epsilon. Alors, venons-en maintenant à la dérivation. Donc, il faut dériver ixy par rapport à p pour trouver le maximum. Donc, c'est di sur dp. On introduit dq, donc égal di sur dq, dq sur dp. D'où di sur dp égale, donc la dérivée de q par rapport à p, c'est 1 moins 2 epsilon. Et di sur dq, c'est 1 sur q moins 1. Donc, on va traiter 1 moins 2 epsilon égale 0 en dernier lieu, c'est-à-dire lorsque epsilon égale 1,5. On va le traiter après. Donc, on suppose pour le moment que 1 moins 2 epsilon différent de 0, c'est-à-dire epsilon différent de 1,5. Donc, pour avoir di sur dp nul, il faut avoir q égale 1,5, c'est-à-dire 1 sur q moins 1 égale 1, pour avoir un log nul. Donc, ça fait 1 sur q égale 2, donc q égale 1,5. Tout P1 moins epsilon plus epsilon 1 moins P égale 1,5. Et ça donne P égale 1,5. Donc, pour avoir une dérivée nulle de la quantité d'informations mutuelles, il faut que les messages transmis soient équiprobables. Et dans ce cas, les deux messages reçus sont aussi équiprobables. Donc, finalement, la capacité du canal BSC, donc c'est la quantité d'informations mutuelles lorsqu'on remplace P à l'émission par 1,5. Et ça donne 1 plus epsilon log epsilon plus 1 moins epsilon log 1 moins epsilon. Donc la capacité dépend strictement de la probabilité d'erreur. Cas particulier,
si epsilon égale 1 demi. Donc on revient au terme 1 moins 2 epsilon. Alors, supposons epsilon égale 1 demi, ça veut dire que la probabilité d'erreur de transmission égale 0,5. Donc, les deux bits ont les mêmes chances d'être reçus. Q égale 1 demi. Et dans ce cas, IXY, si on remplace Q par 1 demi dans l'expression de IXY, et on remplace epsilon par 1 demi, donc la première ligne de cette page, si vous remplacez epsilon par 0,5 et Q par 0,5, vous trouverez IXY égale 0. Donc ça veut dire que l'émetteur et le récepteur sont disjoints. Il n'y a aucune intersection entre les entropies Hx et Hy. Et dans ce cas, la capacité est nulle. Ça signifie que toute transmission comporte des erreurs. Voilà la courbe qui donne la capacité d'un canal BSC en fonction de la probabilité d'erreur epsilon. Donc on voit qu'il y a 3 cas particuliers. Lorsque epsilon est nul, on a 1. Lorsque epsilon égale 1, on a 1. Et lorsque epsilon égale 0,5, on a 0. Alors, lorsque la probabilité d'erreur est nulle, ça veut dire qu'on ne se trompe pas, la transmission est sûre. Donc la capacité, c'est 1 bit par seconde par hertz. On ne peut pas transmettre plus de 1 bit par seconde par hertz sans se tromper. C'est pour epsilon égale 1 demi, 0 bit par seconde par hertz. Donc les bits reçus équiprobables, quel que soit le bit émis. Donc on n'est pas sûr de cette transmission. Il y a forcément des erreurs à la réception. Lorsque epsilon égale 1, ça veut dire quoi? Probabilité d'erreur égale 1, ça veut dire c'est sûr, il y a toujours une erreur. Erreur systématique. Donc il suffit d'inverser à la réception, inverser les bits. Lorsque 0 est émis, on reçoit 1. Lorsque 1 est émis, on reçoit 0. Donc finalement, on connaît cette règle, ça veut dire que la transmission est sûre, à condition de mettre un inverseur à l'entrée du récepteur. Passons maintenant au deuxième cas de canaux de transmission. C'est un canal analogique, le canal Augen, Additive White Gaussian Noise. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, l'émetteur émet un signal électrique XT qui possède certaines formes. Donc là, une forme à 2 niveaux. Le canal injecte un bruit BT d'une manière additive. Donc BT, bruit blanc gaussien centré. Donc centré, ça veut dire l'espérance de B égale 0. Donc le récepteur va recevoir un signal XT entaché additivement de B. Y égale X plus B. Alors, blanc, bruit blanc signifie quoi? Signifie que la fonction d'autocorrélation, ou bien espérance de BT plus tau, égale N0 sur 2 fois delta tau. Les échantillons, à 2 instants différents du bruit, sont décorrélés. Donc cette fonction d'autocorrélation, elle est partout nulle, sauf pour tau égale 0. Et on a espérance de B carré égale N0 sur 2. Donc la puissance instantanée du bruit, c'est N0 sur 2. Si on passe au domaine fréquentiel, la densité spectrale de puissance du bruit, SF, transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation, égale N0 sur 2, puisque delta tau a pour transformée de Fourier la constante 1. Donc voilà le spectre ou la DSP du bruit. Donc entre les fréquences moins B, B, SF égale N0 sur 2. Donc le bruit, il est réparti d'une manière constante sur la bande moins B, B.
Donc ça, c'est une représentation bilatérale de SF. Il y a la représentation monolatérale de SF. Là, on ne met pas les fréquences négatives, on met juste SF entre 0 et plus l'infini, mais on multiplie par 2. C'est-à-dire, on représente 2 fois SF. Donc ça donne une valeur constante du spectre égale à N0, mais uniquement pour les fréquences positives. Alors gaussien, donc PB égale 1 sur racine de pi N0 et moins B2 sur N0. La variance du bruit, c'est N0 sur 2, donc c'est la puissance instantanée. Notons que la puissance totale du bruit dans la bande du canal, c'est la DSP multipliée par la largeur totale de la bande, c'est B fois N0. Donc ça explique pourquoi on utilise la notation N0 sur 2 égale variance du bruit. Pourquoi le N demi? Pour le compenser avec le 2 fois B. Donc c'est juste une convention pour alléger l'écriture. Alors, quelle est la capacité du canal Augen? On appelle ça aussi second théorème de Shannon. L'expression de la capacité du canal Augen est un théorème de Shannon. Le premier théorème, c'est le théorème d'échantillonnage. Alors, quelles sont les hypothèses? On suppose que la bande 0B est limitée, donc que B est fini. On suppose que les bits émis sont racine de EB et moins racine de EB, donc signal électrique, plus lorsque 1 est émis, moins lorsque 0 est émis. On suppose que les bits sont équiprobables, donc P égale 1 demi. Alors notons l'horloge de l'émetteur, ou la cadence temporelle. Donc chaque TS seconde, l'émetteur émet un bit, donc plus 0 ou 1. Automatiquement, ça signifie que le débit de l'émetteur, c'est 1 sur TS, bits par seconde. Donc XT a cette forme. Donc c'est un train à 2 niveaux électriques. La durée de chaque bit est TS. Bon, monsieur Shannon, théorème de Shannon, dit que, après un calcul, qu'on verra dans une autre vidéo consacrée à quelques exercices de transmission, C égale log base 2, 1 plus SNR. Donc la capacité d'un canal Augen dépend exclusivement du rapport signal sur bruit, signal to noise ratio. Alors SNR, pourquoi c'est égal à 2 EB sur N0? Parce que EB, donc vous regardez l'amplitude du bit, c'est racine de EB ou bien moins racine de EB. Si vous élevez au carré, vous allez trouver que espérance de petit x carré, il est toujours constante égale à EB. Donc si vous mettez SNR égale espérance de petit x carré sur espérance de B carré, donc c'est un SNR, puissance instantanée du signal divisé par puissance instantanée du bruit, vous trouvez EB sur N0 sur 2. Et donc c'est 2 EB sur N0. Bon, quelle est la signification de tout ça? Donc ça signifie que si l'émetteur a une cadence en bits par seconde inférieure ou égale à C fois B, la transmission aura lieu sans erreur. Si par contre l'émetteur envoie des bits avec une cadence supérieure à C fois B, la transmission sera avec des erreurs. Bon, alors quelle est la probabilité de se tromper en émettant à travers un canal Augen? D'abord, il faut connaître
le critère de réception, c'est-à-dire le récepteur, comment il discerne un bit égal à 1 d'un bit égal à 0. Ça s'appelle critère de décision du récepteur. Donc le récepteur reçoit yt égale plus moins racine de b plus b. Alors il fixe un seuil égal à 0. Si le bruit n'était pas centré, le seuil sera égal à valeur moyenne du bruit. Et là, on a supposé espérance de B nulle. Alors, qu'est-ce qu'il fait le récepteur? S'il calcule Y, il mesure Y. Si c'est positif, il va dire, donc, le bit émis, c'est racine de EB. Si Y est strictement négatif, il décide que le bit qui a été émis égale moins racine de EB. Voilà donc critère intuitif. C'est la structure du récepteur. Bon, il y a des risques d'erreur, évidemment, lorsque Y est voisin de 0. Donc le bruit peut déformer la valeur de X en s'additionnant. Donc on peut émettre plus racine de EB. Et le bruit qui s'additionne va nous donner un Y négatif. Voilà, donc on a commis une erreur. Alors, quelle est quantitativement la probabilité de cette erreur? Donc, PE, probabilité d'erreur, c'est la probabilité d'émettre plus racine de EB et de décider moins racine de EB. Ou probabilité d'émettre moins racine de EB et décider plus racine de EB. Donc, développons en utilisant Bayes. PE égale P de racine de EB fois, etc. Donc, ça, c'est règle de Bayes. Donc, comme les deux bits sont équiprobables, P de X égale racine de EB égale 1,5 égale P de X égale moins racine de EB. Donc, on factorise par 1,5. PE égale 1,5 P de moins racine de EB, sachant que racine de EB est mis, plus P de racine de EB, sachant que l'opposé a été émis. On trouve après un calcul qui n'est pas très compliqué et qu'on verra aussi dans une vidéo consacrée aux exercices, la probabilité d'erreur égale 1,5 ERFC, error function complémentaire, racine de EB sur 1,0. La probabilité d'erreur dépend de l'énergie EB à l'émission et du bruit, en quelque sorte du SNR. En détaillant, ERFCU, par définition, c'est 1 moins ERFU. Ça s'appelle fonction erreur complémentaire. Pourquoi? Parce que ERFC plus ERF égale 1. Donc, il est complémentaire à ERF. Et c'est quoi ERF? Error function, ou fonction erreur. Donc, c'est 2 sur racine de pi. L'intégrale de 0 à u de e moins t carré dt. Donc, c'est quoi au juste? Si c'est la tranche, ou bien la surface, sous la gaussienne, mesurée entre 0 et u. Donc, cette surface, entre 0 et u, et en dessous de la gaussienne, s'appelle fonction erreur. Donc, la probabilité d'erreur, on peut la réécrire sous la forme PE égale 1,5 RFC, racine de SNR sur racine de 2. Donc, je rappelle, SNR, c'est 2 fois EB sur N0. Bon, on peut tracer la courbe, pas très compliqué. Il y a des tabulations pour RFC disponibles. Donc là, vous avez 2 fois probabilité d'erreur en fonction de l'évolution du SNR. Donc intuitivement, lorsque le SNR est très élevé, ça veut dire le signal à l'émission, donc l'énergie EB, est élevé par rapport au bruit.
c'est normal que la probabilité d'erreur est presque nulle. Donc c'est une transmission sûre. Et lorsque le SNR est très faible, donc voisin de 0, vous avez 2 PE voisin de 1. Donc la probabilité d'erreur est voisine de n². Donc les bits à la réception sont équiprobables. Donc absence de certitude. Et donc les erreurs sont sont élevées. Donc la transmission se déroule dans très mauvaises conditions. Donc moralité de l'histoire, il faut un SNR costaud. Ça veut dire il faut miser sur la puissance à l'émission pour assurer une bonne transmission dans un canal Haugen. Voilà, donc il faut dépenser de l'énergie, c'est-à-dire de l'argent. C'est ça, la puissance EP. Bon, merci. Donc la prochaine vidéo sera consacrée à la transmission en bande de base ou encore codage de ligne. Manchester, NRZ, etc. Donc ce sera la vidéo 3/6.